Bonjour à tous, je suis Stéphane Moller et je vous remercie de nous accueillir autour de ce webinaire sur la gestion de patrimoine pour les Français expatriés que nous avons intitulé « Comment gérer son patrimoine quand on est Français expatrié et pas encore multimillionnaire ». En tout premier, je voudrais chaleureusement remercier les UFE qui nous ont permis d'organiser ce webinaire, à savoir Singapour, Hong Kong, Bangkok, Phuket, Brisbane et la Malaisie. Et un remerciement très particulier pour Ariane Laboro qui, il y a des années déjà, nous a introduits auprès de l'UFE. Merci beaucoup, Ariane. Je vais laisser la parole à Manuel qui va entrer dans le vif du sujet. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire. Alors, nous avons souhaité faire une présentation générale accessible au plus grand nombre, un discours de spécialistes faisant état des problématiques des Français résidant à l'étranger. Thématiquement, il y a trois étapes principales dans la vie d'un Français à l'étranger, l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est préparer son départ. Le pendant, c'est gérer son patrimoine depuis l'étranger. Et puis, l'après, c'est préparer son retour. Vous savez, en tant que non-résident, tous fait l'expérience de la complexité de gérer son patrimoine et des démarches à entreprendre depuis l'étranger. Avant le départ, pour éviter les difficultés et blocages à distance, vous avez pléthore d'actions à entreprendre, ouvrir des contrats d'assurance vie, des PEA, des LDD, monter des opérations de financement ou renégocier ouvrir des comptes compatibles avec votre statut de futur non-résident, réaliser des démarches fiscales spécifiques et puis également, toujours concernant les crédits et leurs assurances, assurer leur compatibilité avec votre statut de non-résident. Bon, pour la plupart des participants aujourd'hui à notre webinaire, cette phase est déjà derrière vous. L'objectif maintenant, c'est de savoir comment gérer et développer son patrimoine depuis l'étranger. Le cadre général d'un départ à l'étranger, c'est généralement un meilleur salaire. En général, on gagne en brut chargé ce que l'on gagnait en net avant de partir, soit pas loin du double. Mais en contrepartie, si vous partez vivre à l'étranger, vous devez assumer un certain nombre de dépenses. Vos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation des enfants, la cotisation individuelle à la retraite. Vous n'aurez probablement plus de droit au chômage, mais moins de fiscalité. C'est donc une toute autre organisation patrimoniale qui s'impose. C'est en fait un beaucoup plus gros budget, mais qu'il convient de répartir de façon responsable. En fait, les vecteurs d'investissement sont les mêmes que ceux que l'on a en France, mais ce sont les critères d'investissement qui vont différer. Alors, comme l'a très bien dit Stéphane, en tant que non-résident, nous entrons dans un nouveau paradigme budgétaire où les flux sont très différents. Compte tenu de la distance et des spécificités juridiques et fiscales, le statut de non-résident fait apparaître des problématiques très spécifiques. Comment gérer les actifs laissés en France, notamment les actifs immobiliers? On laisse tous souvent une ex-résidence principale, mais parfois aussi d'autres biens immobiliers. Va-t-on les mettre en location? À qui confier cette gestion locative? Quelles options fiscales réaliser sur les revenus locatifs qui vont être générés? On peut même se poser la question de conserver ou de vendre ceux ou ces biens immobiliers. Et puis, la partie hautement anxiogène des déclarations d'impôts. Le service de conciergerie administrative est souvent nécessaire dans ces cas de figure-là pour les actifs immobiliers. Et puis, la question des actifs financiers se pose aussi. Il n'est pas rare qu'on dispose de liquidités sur nos comptes bancaires, plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros pour les comptes français. Que doit-on en faire? Est-ce qu'on doit les conserver en l'état? Est-ce qu'on doit investir ces capitaux sur l'un ou l'autre support disponible? Quel degré de liquidité dois-je conserver en fonction de mes besoins et de mes objectifs? Puis à qui confier la gestion et le suivi de ces actifs? Et encore une fois, la question des options et des choix fiscaux se pose en premier chef. Alors, on vient d'évoquer le patrimoine existant, c'est bien, mais va également se poser la question des investissements futurs. On dispose en tant que non-résident d'une nouvelle et conséquente capacité d'épargne et capacité d'emprunt sur une durée plus ou moins longue de l'expatriation qui va être la nôtre. Alors, dans quoi puis-je investir cette épargne, ce capital et cette épargne-là? Faut-il investir dans mon pays de résidence ou en France?
Faut-il cotiser à la retraite en France ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter toute cotisation spécifique? Sur quel support d'épargne investir mes actifs financiers, immobiliers, les deux peut-être, qui sait? Et quelle couverture de prévoyance et de santé me seront nécessaires? Est-ce que je dois m'assurer seul? Est-ce que ce que je dispose, dont je dispose est suffisant? Est-ce que mon employeur prend tout ceci à sa charge? Les questions sont nombreuses. En réalité, ce n'est pas la nature des investissements qui diffèrent, ce sont les spécificités de votre réalité et de vos objectifs qui vont induire des stratégies d'investissement différentes. Alors, juste une petite précision avant de continuer. Les questions commencent à affluer et on les traitera dans la deuxième partie de cet exposé. On essaiera de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, partons du postulat que nous, Français non résidents, ou notre foyer fiscal, gagne 200 000 $ par an. En fait, les études dont nous disposons nous montrent que c'est environ 30% de ces revenus qui sont ou qui doivent être épargnés. Pour une part en liquide, pour une part en immobilier. L'immobilier offrant un bien meilleur effet de levier et une rémunération et une valorisation plus stable, mais l'épargne immobilière doit être structurée sur une durée beaucoup plus longue, à minima 10 ans, quelquefois 20. A contrario, l'épargne mobilière est moins souvent et moins rentable, plus volatile, offre moins d'effets de levier, ne s'acquiert pas à crédit, mais elle est beaucoup plus facilement disponible. Il convient donc de faire les deux. L'immobilier financera probablement ma retraite, pendant que mon épargne fera tampon. Je verserai sur des supports financiers mon épargne marginale et en cas de nécessité, je pourrai en reprendre un peu. Alors que stopper le remboursement d'un crédit immobilier est évidemment beaucoup plus compliqué. L'épargne courte financera les études de mes enfants ou mes périodes de carence de revenus. L'épargne longue, plutôt ma retraite. Les deux sont donc nécessaires. Alors, il existe un support sur lequel j'aimerais m'arrêter, faire un petit focus, c'est le contrat d'assurance vie ou les contrats d'assurance vie, et tout particulièrement les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Le sujet est passionnant, nous passionne en tout cas en interne. Je vais essayer d'être assez concis et peut-être qu'il y aura des questions après auxquelles on répondra très volontiers. Alors, un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est avant tout un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire une enveloppe d'épargne, une enveloppe d'investissement bénéficiant d'un cadre juridique et d'un cadre fiscal spécifique. Qu'il soit français ou luxembourgeois, le contrat d'assurance vie reste le même. Luxembourgeois, pourquoi? En opposition au contrat d'assurance vie français. Plusieurs raisons militent en faveur de cette enveloppe d'épargne, notamment pour les non-résidents. Ça fait sens pour les résidents, mais pour les non-résidents, ça a quelques attraits non négligeables. D'une part, en tant qu'enveloppe d'investissement, ça nous permet de structurer des placements financiers en interne, de construire un portefeuille sur mesure. Le Luxembourg est une place financière parmi les plus pointues s'il en est, et on peut faire du sur-mesure pour atteindre vos objectifs en fonction de votre horizon de placement, vos appétences, vos aversions, etc. Donc ça, c'est une très grande particularité du contrat d'assurance vie français qu'il ne faut pas négliger. Autre point, et ça c'est d'importance pour les non-résidents, surtout quand on consomme et qu'on touche notre salaire et on consomme en devises autres que l'euro, les contrats d'assurance vie luxembourgeoise vous permettent d'investir en une ou plusieurs devises au sein de votre contrat. Vous percevez votre salaire en US dollars ou équivalent, vous consommez en US dollars, vous pouvez tout à fait investir dans cette poche-là. Vous avez une partie de votre rémunération qui continue à être versée en euros et vous revenez de temps à autre en France ou vous projetez de revenir pour votre retraite en France, vous investissez dans l'enveloppe euro. Et puis, si vous changez de pays et donc de devise de consommation, de perception de revenus et de consommation, vous pouvez là aussi ouvrir un nouveau contrat ou investir dans votre poche dans une nouvelle devise. Et ça, c'est éminemment important. Autre point essentiel et de supériorité du contrat d'assurance vie luxembourgeois par rapport au contrat d'assurance vie français, c'est sa sécurité. En France, les contrats d'assurance vie bénéficient d'une confiance que l'on porte dans les assureurs, mais il n'empêche que vos capitaux sont confondus avec ceux de l'assureur. S'il y a une ou des faillites en cascade, vos capitaux ne seront pas protégés ou très faiblement protégés par un fonds de garantie qui est insignifiant et très faiblement doté. Le Luxembourg fonctionne sur un
mode différent. Vous avez ce qu'on appelle communément le triangle de sécurité. Vos actifs ne sont jamais confondus avec ceux de l'assureur, les capitaux de l'assureur, ni avec les capitaux de la banque dépositaire. Et vous avez une vérification permanente du Grand-Duché sur le respect de ces règles-là. Donc, une sécurité supplémentaire des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Et puis, un intérêt fiscal, des intérêts fiscaux, devrais-je dire. Un intérêt fiscal pour vous quand vous réalisez des rachats. Le Grand-Duché applique une neutralité fiscale absolue. Seul le pays de résidence est compétent pour taxer, le cas échéant, les revenus, les produits tirés de ces contrats d'assurance vie. Contrairement à un contrat d'assurance vie français, même si vous êtes non-résident, la France peut, le cas échéant, percevoir une fiscalité au passage d'un rachat. Je prends un exemple qu'on pourrait dupliquer à l'envi. Vous êtes résident à Singapour, vous avez un contrat d'assurance vie en France, vous réalisez un rachat, la France va percevoir 10% de fiscalité sur ce rachat-là. Alors oui, ça donnerait un crédit d'impôt, me direz-vous, à l'étranger, mais encore faut-il que l'État de résidence applique une fiscalité. En l'occurrence, Singapour ne taxe pas les revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus autres que sur son territoire national. Il fait que vous aurez payé 10%, alors que dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous n'auriez rien payé. Puis d'autres avantages fiscaux. Vous n'avez pas de prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Vous me direz, là non plus en France, normalement, on n'en a pas. Sauf qu'en France, il faut réaliser une démarche administrative et fiscale, parfois un peu compliquée, pour obtenir ce dégrèvement. D'un point de vue successoral, si vous êtes non-résident et que vous bénéficiez en non-résident, si le contrat est luxembourgeois, la France n'est pas impliquée dans cette taxation, alors que si le contrat est français, il y aura vraisemblablement une taxation qui sera opérée. Il faut aussi citer d'autres avantages, notamment au regard de l'IFI, plus confidentiel, mais qui est intéressant de noter. Voilà, je vais en rester là pour des questions de timing, mais je vous invite à nous poser des questions sur ces questions-là. Vous voyez donc l'intérêt et la supériorité du contrat d'assurance vie luxembourgeois par rapport à d'autres enveloppes et par rapport au contrat d'assurance vie français. Oui, des avantages sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Beaucoup de questions sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, on y reviendra. Les critères d'acquisition de biens immobiliers pour les non-résidents ne sont pas exactement les mêmes que les critères immobiliers pour les résidents fiscaux français. En fait, on va avoir deux priorités quand on est français non-résident et qu'on peut acheter de l'immobilier en France. La première, c'est qu'il faut se débrouiller pour avoir une absence ou une grande faiblesse de gestion de temps. Gérer un bien immobilier quand on est à 12 000 km avec 6 heures de décalage horaire, c'est une plaie absolue. Donc, il y a des solutions d'investissement, et on va les lister, qui permettent de diminuer extrêmement faiblement l'impact de la gestion locative. La deuxième, c'est d'essayer de se débrouiller pour bénéficier d'une absence ou d'une faiblesse de la fiscalité des loyers perçus. C'est quand même un peu dommage de vivre à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande, et de devoir payer de la fiscalité sur les revenus que l'on tire des investissements immobiliers qu'on peut faire en France. Là aussi, en France, il y a de nombreuses solutions d'investissement qui permettent de ne pas avoir de fiscalité ou une fiscalité très faible. Donc, les deux critères principaux, peu de gestion, peu de fiscalité. En conséquence de quoi, les secteurs d'investissement qu'on va privilégier sont probablement les suivants. La SCPI est un très bon vecteur d'investissement qu'on peut améliorer en optant pour deux types d'options. Première option, à faire l'acquisition de SCPI française investie en Allemagne. L'avantage de l'Allemagne, c'est qu'il y a un prélèvement à la source et par conséquent, il n'y a pas de fiscalité complémentaire en France et il n'y en aura évidemment pas à Singapour. On a donc des revenus qui sont nets de fiscalité. On peut aussi faire l'acquisition de parts de SCPI dans des SCI à l'IS, qui est une autre formule pour pouvoir très fortement minorer, cette fois-ci, la part de la fiscalité qui est due. On a un autre vecteur d'investissement privilégié par les Français résidents, qui est celui des résidences de service. Il faut faire extrêmement attention à la typologie des investissements qu'on fait dans ce domaine, probablement écarter les investissements en EHPAD, en résidence de tourisme, en résidence affaires, faire attention à l'environnement des résidences étudiantes et probablement privilégier ce qui est résidence senior non médicalisée. L'énorme avantage de ce régime
d'investissement et que là aussi, j'ai peu ou pas, en général peu, de fiscalité afférent à ce type d'investissement. Dernier axe intelligent d'investissement quand on est français non résident, faire des acquisitions en nue propriété. Elles offrent moins d'effet de levier dans la mesure où je n'ai pas de loyer que je vais percevoir. Mais d'un autre côté, elles vont probablement se réévaluer dans le temps de façon très linéaire et évidemment, je n'ai pas du tout de gestion à opérer sur l'allocation de ce type d'investissement. Donc, en synthèse, l'idée quand on est français non résident et qu'on a envie de bénéficier de l'effet de levier en investissant dans l'immobilier en France, privilégier des vecteurs d'investissement sur lesquels il y a peu ou pas de gestion locative et peu ou pas de fiscalité. Alors, on va parler de crédit maintenant. Oui, comme on dit quelques mots, l'effet de levier permet un accroissement de son patrimoine sans équivalent. Mais le crédit pour les non-résidents, comme d'ailleurs beaucoup de choses, est très particulier. Les banques ne raisonnent pas pour un non-résident comme elles raisonneraient pour un résident. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entreprend souvent des recherches de financement avant le départ. Alors, si je vais être très, très pragmatique, hein, si vous avez des relations privilégiées avec l'un ou l'autre de vos établissements bancaires, allez les consulter. Peut-être qu'ils auront un regard bienveillant et magnanime sur votre situation. Si ce n'est pas le cas, il est très difficile seul d'entreprendre des démarches de recherche de financement quand on est non-résident. J'invite à consulter un courtier international spécialisé. Je vais raisonner de façon globale et vous expliquer le mode de fonctionnement des banques et des établissements de financement pour les non-résidents. La logique est la suivante. La banque est en capacité de vous prêter 90% de votre projet. Vous devrez donc apporter 10%, apporter ou investir dans les lignes de la banque 10%, plus les frais. Et ce point est important. On dit plus les frais, oui, mais quels frais? Vous achetez un appartement traditionnel dans l'ancien en France. Vous allez avoir une stratification de frais, vous allez avoir des frais de notaire, environ 8%, vous allez avoir des frais de garantie, environ 1%, des frais d'agence. La plupart des transactions immobilières en France se font par agence, un peu de travaux, de rafraîchissement, voire des fois plus structurels. Et si vous optez pour un régime de location meublée, les meubles pour garnir les meubles meublants pour garnir le logement. Tout ça, mis bout à bout, fait que vous allez facilement arriver à 15-20% de frais, auxquels il faut rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 10% d'apport, on arrive bien souvent à un tiers d'apport personnel. Passons maintenant à d'autres typologies d'investissement pour voir ce que les frais induisent. Si vous investissez dans le neuf, immobilier neuf sur plan ou construit, vous allez avoir des frais bien plus réduits. Vous allez avoir des frais de notaire qui sont entre 2 et 2,5%, parce qu'on est dans un régime neuf donc de TVA, vous n'aurez donc pas de droit d'enregistrement à payer. Vous aurez bien sûr toujours les frais de garantie, mais pas de travaux non plus à quitter, peut-être des meubles si vous louez votre logement meublé. Il faut compter environ 5% au lieu des 15 voire 20% que l'on a évoqué avant sur l'immobilier ancien. On voit donc que l'impact des frais peut être très important. Et je vais même rajouter une typologie d'investissement. Stéphane en a dit 2 mots tout à l'heure, donc ça me permet de rebondir. Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, il n'y a pas d'acte de notaire. Vous n'aurez donc à acquitter, en plus de 10% d'apport, que des frais de garantie et éventuels frais de dossier bancaire ou frais de courtage, mais rien d'autre. On constate donc que l'économie générale d'un projet d'investissement immobilier peut être grandement modifiée selon le sous-jacent immobilier retenu en raison des critères de financement. Les non-résidents ont donc probablement un intérêt à acheter de l'immobilier neuf, de l'immobilier papier, des parts de SCPI, avant de se pencher sur l'immobilier traditionnel ancien. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Alors, pour finir, vous nous avez adressé une très rapide présentation de VIA. VIA, c'est 3 métiers. Un métier de gestion d'actifs financiers. VIA gère un peu plus de 250 millions d'euros d'actifs, essentiellement sous la forme de contrats d'assurance vie
essentiellement sous la forme de contrats d'assurance vie luxembourgeois. Mais Via est aussi l'actionnaire de référence d'une société de gestion qui s'appelle FIM, qui est hébergée dans nos bureaux parisiens. Deuxième métier, Via peut vous accompagner sur vos problématiques d'organisation patrimoniale familiale et essentiellement sur les problématiques de transmission et de succession patrimoniale. Et puis, troisième métier, on peut vous accompagner dans le développement de vos projets immobiliers. Cette année, on va réaliser entre 400 et 450 transactions immobilières, absolument tout type d'immobilier confondu, le neuf, l'ancien, les SCPI, les résidences de service. Le panel est extrêmement large, la nue propriété, le viager. Je veux dire, on a pour habitude d'essayer de bien faire, de bien définir les projets, les produits qui correspondent aux besoins des clients. Trois axes. Un axe de clients français résidant en France, un axe extrêmement large et de plus en plus important de Français non résidents, et puis un pôle handicap à Toulouse qui représente une part extrêmement significative aussi de nos activités. De nombreux des clients un peu partout dans le monde et de nombreux points de présence. Via un bureau à Singapour et probablement, j'espère, dans un avenir proche, un bureau à Hong Kong. Vous ne pouvez pas imaginer comme cette région du monde me manque. Un bureau à Londres déjà, des bureaux dans les Antilles et un bureau dans l'île de la Réunion. Voilà, un mot très très rapide sur Manuel et moi-même. Manuel est le président de Via, l'associé fondateur du cabinet. C'est lui qui a créé Via il y a 10 ans maintenant. Manu était notaire, il a exercé pendant une dizaine d'années de notariat avant de se consacrer à cette passion que nous avons en commun qui est la gestion de patrimoine. Il est aussi co-directeur du DU de transmission d'entreprise à Toulouse et chargé d'enseignement et formateur en banque assurance. Merci Stéphane. Et puis je vais présenter notre maître de cérémonie du jour, Stéphane Moller, qui est président et associé fondateur du Pool Paris et également à Singapour. Il a un passé assez polyvalent puisqu'il a été trader, a travaillé en salle de marché pendant près de 10 ans. Il est fiscaliste à ses heures et gestionnaire depuis plus de 10 ans, gestionnaire de patrimoine depuis plus de 10 ans dans différents cabinets prestigieux parisiens et chez Via depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, alors merci d'avoir suivi cette présentation. Il y a de nombreuses questions, donc on va les prendre par ordre d'arrivée. Je vais peut-être répondre à la première qui me paraît intéressant pour remettre les choses dans leur contexte, c'est quel est le climat des affaires en France aujourd'hui et est-ce qu'il convient ou pas de faire des investissements en France. Moi, j'aime beaucoup la réponse de Manu, mon associé chez Via, ici présent, que je vais faire mienne. Il dit les périodes de crise sont des périodes de catalyseurs. En fait, ce qui devait ne pas bien se passer avant la crise va juste se passer plus mal, plus vite. Ce qui doit bien se passer après la crise va probablement passer la crise assez bien. En fait, c'est exactement ce que l'on note sur les différents vecteurs d'investissement que l'on a. Les vecteurs d'investissement sains présentent plutôt de bonnes opportunités aujourd'hui en matière d'investissement. L'immobilier se tient bien, l'immobilier résidentiel se tient très bien, l'immobilier commercial pour l'instant, ça va. On privilégiera évidemment l'immobilier de bureau. On privilégiera évidemment l'immobilier d'investissement dans des secteurs peu ou pas touchés par la crise. Deuxième constat qui est intéressant, c'est que c'est une crise sectorielle. Il y a évidemment, et c'est pas la peine de les lister, on les connaît tous, des secteurs qui sont profondément impactés, dramatiquement impactés par cette crise. Il y a beaucoup de secteurs pour lesquels cette crise est assez neutre. Et puis, il y a des secteurs à qui cette crise a été prodigieusement profitable. C'est une typologie de crise très différente des crises qu'on a connues précédemment, qui va en fait accentuer non pas une différenciation en termes de classe sociale, les plus riches s'enrichissant et les plus pauvres devenant plus pauvres, ce qui est le cas en général des crises. C'est vraiment une crise sectorielle dans laquelle on a des secteurs qui s'enrichissent
quelquefois considérablement, et des secteurs qui s'appauvrissent beaucoup. Donc, à nous d'essayer de faire le tri de ces secteurs dans lesquels il convient ou pas d'investir. D'autres questions? Question là. J'ai un appartement à Paris et on me dit de le mettre en location meublée. Dois-je le mettre en location meublée? Manu, tu veux répondre? Oui, avec grand plaisir. Et puis, j'ai couplé cette question avec une autre qui nous a été posée sur la pertinence et le devenir de la fiscalité de la location meublée. Allez, on fait un petit package. Déjà, en quoi la location meublée est pertinente et intéressante, dans l'absolu, pour un non-résident? Elle est pertinente parce qu'elle ne relève pas du régime fiscal des revenus fonciers, c'est-à-dire des locations nues. On est sur une cédule fiscale totalement différente et un traitement fiscal qui va lui aussi être très propre. C'est-à-dire qu'en sus des charges déductibles classiques, taxes foncières, frais d'assurance, frais d'agence, etc., vous pouvez déduire un morceau de la valeur de l'immeuble annuellement, ce qu'on appelle l'amortissement. Les chefs d'entreprise le pratiquent quotidiennement. Pour les autres, c'est un peu plus original. Vous prenez la valeur de votre immeuble, vous la divisez en 20, 25 annuités, je simplifie bien sûr, et vous retranchez cet amortissement de vos loyers. Ce qui fait que si vous avez 10 000 euros de loyer annuel moins 10 000 euros d'amortissement, qui est une charge comptable, hein, je rappelle, c'est pas votre immeuble ne s'effrite pas tous les ans d'un 20e ou d'un 25e. Cette charge fiscale, comptable et fiscale, vous permet de faire ressortir un résultat nul et donc non taxable ni à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Donc voilà un gros intérêt des locations meublées, dans l'absolu pour un résident, mais aussi pour un non-résident. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de ce même cadre que pour un résident. Ce n'est pas une loi de faveur, ce n'est pas une loi de défiscalisation comme peut l'être la réduction d'impôt Malraux, par exemple, ou Pinel. On est dans le cadre général. Attention, néanmoins, il faut être vigilant sur la fiscalité de votre pays de résidence, puisque même si les conventions prévoient dans l'article 6, dans leur article 6, la plupart du temps, ces conventions OCDE, que les revenus locatifs sont taxés dans le pays de situation de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que le pays de résidence peut vous demander de déclarer les revenus mondiaux. Et ces revenus mondiaux peuvent donner lieu à une taxation résiduelle dans le pays de résidence. Le problème, c'est que si vous ne payez pas d'impôts en France, mais que vous en payez à l'étranger, notre stratégie tombe à l'eau. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans ces cas-là. Oui, il peut être pertinent de mettre son appartement parisien en location meublée. Oui, ça présente un avantage en France non négligeable d'un point de vue fiscal, en plus de l'avantage économique, hein, puisque ça permet d'avoir une autre typologie de locataire. Mais attention à la fiscalité de votre pays de situation. Le deuxième volet de la question, c'était est-ce que cette fiscalité va continuer en France? Des interrogations. Alors, c'est un épouvantail qu'on entend et qu'on voit très souvent. On a parfois des rapports ministériels, des rapports parlementaires, des rapports de la Cour des comptes qui essayent de mettre à mal les locations meublées. Ce qu'il faut bien comprendre, les locations meublées, ce n'est pas les locations meublées traditionnelles qui répondent à un vrai besoin locatif pour des étudiants, pour des jeunes actifs, pour des personnes avec une mobilité. Non, la problématique n'est pas là pour le gouvernement et pour le législateur. Non, la problématique, c'est les locations meublées qui font de la concurrence à l'hôtellerie ou à la para-hôtellerie et Airbnb, pour faire simple. Oui, ce type d'investissement-là meublé va sûrement être très chamboulé comme il a déjà été dans les années à venir. Donc oui, là, il y a une vraie inquiétude. Mais la location meublée où quelqu'un vient y habiter, vient prendre ses quartiers pendant 1 an ou 2 ou 3 avec un bail meublé avec vous, ne sera vraisemblablement pas remis en question parce que, je le rappelle, c'est le droit général, c'est la fiscalité de droit commun et non pas une règle dérogatoire. Voilà, en tout cas, rien ne nous laisse à penser, ni dans cette loi de finances, ni dans une loi de finances rectificative prochaine, que ça sera remis en cause. Une question de Marina qui nous demande quels sont les critères pour pouvoir bénéficier des assurances vie luxembourgeoises en tant que non-résident, mais pas expatrié local, c'est-à-dire percevant son revenu en Singapour dollars et non en euros sur un compte français. Alors, en fait, les critères pour répondre, pour pouvoir souscrire à un contrat d'assurance vie luxembourgeoise sont extrêmement simples. Il suffit d'être français quand on est non-résident.
c'est important. On a beaucoup de difficultés, voire une impossibilité d'ouvrir des contrats d'assurance vie au Luxembourg ou en France pour des gens qui sont en même temps non résidents et non français. Mais dès lors que je suis français et non résident et que je dispose de 125 000 €, alors je peux ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Il n'y a pas de difficulté particulière à cela. Il faudra, comme pour n'importe quoi, faire la traçabilité des fonds, mais le Luxembourg est assez souple sur les conditions d'ouverture de contrat d'assurance vie pour peu que l'on ait 125 000 € à verser sur des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Il y avait une deuxième question qui était relative au contrat d'assurance vie luxembourgeois posée par Chris. Est-il possible de nantir ces 200 000 € et avoir un crédit personnel de 200 000 €? Alors, oui et non. Alors, en théorie, oui, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, comme n'importe quel contrat d'assurance vie, peut être nanti à destination d'une banque. Mais dans la pratique, les banques détestent prendre des nantissements sur des contrats d'assurance vie qui leur sont extérieurs. En revanche, le contrat d'assurance vie luxembourgeois a une particularité sur laquelle nous ne sommes pas étalés tout à l'heure, mais qui est que la banque dépositaire du contrat d'assurance vie luxembourgeois peut faire ce que l'on appelle un crédit lombard. En fait, la banque va assez facilement vous reprêter l'argent que vous avez déposé dans ces livres. Et je dis bien la banque et pas la compagnie d'assurance, parce qu'une des spécificités du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que vos fonds ne sont pas déposés chez un assureur, mais bien chez un banquier. Donc, on travaille notamment avec CBP Quilvest, qui va pouvoir vous reprêter au travers d'un crédit lombard, en général, entre 50 et 70% des fonds que vous avez déposés sur votre contrat d'assurance. Ça se fait au travers d'un crédit à un taux qui est aux alentours de 1,25%. Attention, c'est un taux variable. D'autres questions? J'ai une question, je te laisse souffler un petit peu. J'ai une question de Peter. Pour les contrats d'assurance vie en France, si je suis non résident et ne fais pas de versement, quelle est la fiscalité pour moi si je le laisse là et ne le touche pas? Également, une question me dit, j'ai fait un rachat sur mon contrat d'assurance vie en France et j'ai payé des impôts, est-ce normal? Et une autre question, l'assurance vie est-elle pertinente pour un non-résident? Allez, je le fais par grappe, hein, ça sera la tendance du jour. Vous avez un contrat d'assurance vie en France. Vous ni ne versez, ni ne retirez d'argent. Vous n'aurez théoriquement pas de fiscalité, puisque la fiscalité dans un contrat d'assurance vie n'est déclenchée que lorsque l'on fait un rachat, c'est-à-dire que lorsqu'on retire en tout ou partie son épargne du contrat. Attention, il faut quand même s'assurer de ce qu'il y a à l'intérieur du contrat comme placement. Il y a deux grandes familles de placements dans un contrat d'assurance vie, en France en l'occurrence, les fonds euros d'un côté, les unités de compte de l'autre. Les fonds euros ont un traitement fiscal et surtout social. Quand je dis social, c'est les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, très spécifiques. C'est-à-dire que tous les ans, vous devez vous acquitter sur les gains générés sur le contrat des prélèvements sociaux. Tout le monde, sauf les non-résidents. Mais pour que ça soit le cas, il faut remplir des imprimés fiscaux à transmettre à la compagnie d'assurance pour qu'elle vous exonère, qu'elle ne ponctionne pas tous les ans ces prélèvements sociaux sur votre contrat d'assurance vie français. Au Luxembourg, la question ne se pose pas. Imprimé 5 000 et 5 002 en l'occurrence. Donc, si vous ne faites pas de rachat et pas de versement, normalement, vous n'avez pas de fiscalité. Seulement, vérifiez quand même la soumission aux prélèvements sociaux des fonds euros de votre contrat d'assurance vie. Point important. Je rebondis donc sur la deuxième question. Vous avez fait un retrait et votre contrat d'assurance vie, vous avez payé des impôts en France. Est-ce normal? Oui, c'est vraisemblablement normal, puisque soit vous n'avez pas déclaré que vous étiez non-résident et là, l'assureur ne peut pas être au courant de votre situation. Si vous l'avez fait, ça ne veut pas dire pour autant que c'est anormal, parce que la convention fiscale qui lie la France avec votre pays de résidence peut prévoir que même si la France n'est pas compétente pour taxer,
c'est souvent le cas dans les articles 11 des conventions fiscales, même si la France n'est pas compétente pour taxer, elle peut, en fonction des pays de la négociation de la convention internationale, ponctionner un montant forfaitaire sur les gains générés qui sera traduit en crédit d'impôt dans votre pays de situation. Donc, ça veut dire que si vous êtes également taxé dans votre pays de situation, pays de résidence, vous pourrez imputer l'impôt français payé en France sur ce rachat d'assurance vie. Voilà. Mais s'il n'y a pas, ce que je disais tout à l'heure pendant les slides, s'il n'y a pas de fiscalité dans votre pays de résidence, vous aurez payé en France et vous n'aurez aucun moyen de récupérer cette fiscalité. Et enfin, l'assurance vie est-elle pertinente pour un non-résident? La question, je vais prendre un peu de recul dessus, c'est l'assurance vie est-elle pertinente? Tout simplement. Oui, non. Et pour qui? Pourquoi? Pour quel objectif? Donc, l'approche qui est, à notre sens, une approche de bon sens, c'est de faire un état de votre situation, de vos situations patrimoniales, personnelles, familiales, budgétaires, fiscales, de vos objectifs et voir si, résident ou non résident, l'assurance vie fait sens. Mais en tout cas, on n'intègre pas de facto l'assurance vie dans nos stratégies pour les non-résidents, comme on ne l'intègre pas ou on ne l'extourne pas pour les résidents. Ça dépend vraiment de votre situation. Il faut savoir qu'on a tout un panel de stratégies dans nos métiers, dans nos conseils. L'assurance vie en fait partie. Ce n'est ni à faire obligatoirement, ni à exclure obligatoirement. Ça dépend de la situation propre de chacun. Un petit bloc de questions concernant l'immobilier. En matière de financement, si j'ai bien compris, il faut acheter de l'immobilier neuf. Pourquoi vous déconseillez d'investir en EHPAD? Quelles conséquences de la crise sur les marchés des SCPI? Je vais faire un petit bloc avec les trois parce que les réponses sont rapides. En matière de financement, si j'ai bien compris, il faut acheter du neuf. Alors, c'est un des critères de décision et évidemment pas le seul. Un des avantages d'acheter dans du neuf, c'est que le down payment, l'apport qu'il faut faire au moment de cette acquisition est beaucoup plus faible que quand j'achète dans l'ancien, pour les raisons que Manu a évoquées tout à l'heure. Moins de frais d'acquisition, donc moins d'apport. En fait, quand on fait des acquisitions dans le neuf, on s'en sort avec 15% d'apport globalement sur le projet, là où on est facilement à 30% par ajout de frais divers dans des acquisitions dans l'ancien. Donc voilà à quel titre, Martine, il convient plutôt de privilégier du neuf. Attention, l'apport n'est pas le seul facteur de décision. Pourquoi conseillez-vous d'investir en EHPAD? Daniel, je ne suis pas un grand fan de ces investissements dans lesquels le business model n'est pas contrôlé. En fait, le problème des EHPAD, c'est que une partie de leur budget est financée par les ARS, l'Agence régionale de santé. Or, le budget de la France n'a pas une profondeur sans fin et il n'est pas impensable qu'un jour, l'État se désinvestisse du financement des EHPAD au profit des mutuelles de santé. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y aurait une très forte tension sur le niveau de rendement attendu des EHPAD et que la variable d'ajustement risquerait d'être les loyers. La deuxième raison, c'est que communément, les EHPAD sont un peu construites à l'extérieur d'une ville sur un champ de patates. Et moi, j'aime bien l'immobilier qui a une valeur tangible, une valeur d'immobilier. C'est-à-dire que j'aime bien quand on achète un appartement dans une résidence étudiante ou dans une résidence senior, in fine, cet appartement reste un appartement. Le réemploi d'une chambre d'EHPAD est probablement plus compliqué, d'autant que le différentiel de rendement entre un EHPAD et un autre type d'immobilier est pour moi trop faible pour courir ce risque-là. Encore une fois, c'est des réponses générales. Chaque cas doit être ensuite remis dans un contexte particulier. Dernière question, quelles conséquences de la crise de cette petite grappe de questions, quelles conséquences de la crise sur le marché des SCPI? Compliqué d'y répondre rapidement et pourtant c'est ça l'exercice. Les SCPI sont pluriels. Il y a presque autant de secteurs d'investissement en SCPI qu'il y a de SCPI. D'abord, il y a des très grosses SCPI investies en France dans des cœurs de ville, notamment à Paris, qui sont extrêmement patrimoniales. C'est le cas de Primo Pierre, de PFO2, de SCPI de ce type-là. Probablement, la dimension extrêmement patrimoniale et l'ancienneté de ces SCPI les protègent très fortement et la qualité de leurs locataires les protège probablement très bien de cette crise. À l'inverse,
on va probablement essayer de ne pas s'investir dans des SCPI de commerce. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que probablement, cette période de crise touche de très près les SCPI qui sont investis sur des commerces, des murs de restaurants, des murs d'hôtels, etc. C'est un peu une évidence. On a des SCPI qui sont investis dans le secteur de la santé. Primovie, Pierre-Val Santé, etc., sont probablement très décorrélés d'économie classique et d'économie standard. Et peut-être même qu'elles pourraient faire partie de cette typologie de produits qui pourraient même tirer leurs épingles du jeu de cette crise. Et puis, on a encore une typologie de SCPI un peu différente. Ce sont donc les SCPI investis en Allemagne, où l'économie est très décentralisée, où la valeur de l'immobilier est assez faible et où on ne voit pas bien comment est-ce que, tant en termes de valeur de retrait qu'en termes de valeur de rendement, la valeur puisse dramatiquement baisser. Donc, en fait, l'investissement en SCPI est très divers. Il faut privilégier des très grosses SCPI, des anciennes SCPI, et essayer de ne pas aller dans des SCPI trop petites ou investir dans des secteurs d'investissement qui sont probablement plus sensibles à la crise. Je vais juste compléter ce que tu as dit avec des chiffres, des réalités de cette année, puisque c'est un très bon stress test l'année 2020. Les SCPI vont être impactés en termes de rendement. Alors, une SCPI, c'est entre 4,5 et 5,5% de rendement après déduction de toutes les charges, c'est-à-dire ce que vous avez en poche avant l'éventuel impôt. Donc, entre 4,5 et 5,5% de rendement, les SCPI vont être impactés sur cette année entre 0% pour certaines, elles vont servir pleinement leur rendement, et 0,20 à 0,40 pour la moyenne de la classe d'actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de percevoir 5%, vous en percevrez 4,5%. Voilà, je schématise. Les perspectives pour l'année prochaine sont très bonnes. Tous les loyers ont été recouverts. Les bons ont été renouvelés, ont été confortés. Les taux d'occupation financiers sont très bons. Il n'y a pas eu besoin de piocher dans les reports à nouveau. Il n'y a pas eu de baisse de la valorisation des parts de ces pays-là. Leur patrimoine est toujours d'égale qualité. De toute façon, la valeur est toujours inférieure à leur valeur vénale. Il y a toujours une marge de sécurité d'à peu près 5 à 10%. Donc, on est très confiant et cette période-là nous renforce notre confiance, bien évidemment, sous réserve de sélectionner les bons actifs. Ça fait partie de nos métiers. Une question qui me tient à cœur, Manu, et ensuite je te laisse, après cette question, répondre à la dernière question. Moi, je voudrais répondre à cette question. Conseillez-vous d'investir dans les ETF? Avec quel support financier et quelle fiscalité depuis Singapour? Question de FA, de Fabrice, sans doute, Léonard. Oui, alors évidemment, la réponse est contextuelle et extrêmement intéressante. En fait, quasiment dans tous les pays du monde, à l'exception de la France, on investit au travers d'ETF. En France, on a une mauvaise connaissance des marchés financiers qui nous ont fait depuis des années investir dans des fonds euros qui étaient des produits fondamentalement intelligents et intéressants en ce sens qu'ils étaient garantis en capital et qu'à l'époque, ils avaient des rendements intéressants. Et avec les taux qui ont beaucoup baissé, aujourd'hui, les fonds euros offrent probablement des rendements qui sont nuls et en plus ne sont plus exempts de risques. Ils pourraient perdre du capital en cas de remontée des taux. Mais pendant que nous investissions dans ces fonds euros, nous avons peu appris de la chose financière. Et pour simplifier nos investissements, on a laissé se développer ce qu'on a en France et qui est un peu particulier, qui sont des OPCVM. Les OPCVM, ce sont des sociétés d'investissement qui ont pour vocation à investir dans des actions ou dans des obligations et dont on peut espérer un rendement. Sauf que ces OPCVM sont très fortement chargés en frais qui viennent s'ajouter aux frais des contrats d'assurance vie au travers desquels elles sont souscrites. Et quand on était dans une période de taux hauts, alors le poids de cette gestion passait relativement inaperçu. Maintenant que nous sommes dans une période de taux bas, l'essentiel des performances que l'on peut attendre sur ces supports d'investissement sont bouffés par les frais. C'est tout l'objet des ETF qui permettent d'avoir… Alors, en plus, les gérants actions ou obligataires
ont de tels frais qu'ils ne sont plus capables de battre leurs indices de référence parce que 3% de frais cumulés sur 10 ans, ça fait 30% de frais et donc battre son indice devient inaccessible. Donc, l'intérêt des ETF, c'est que, fort de ces doubles constats, il est largement préférable d'acheter des ETF. Et un ETF est parfaitement éligible à être acquis, notamment, alors sur toutes les plateformes de trading que vous connaissez par cœur, à Singapour, à Hong Kong, etc., qui sont parfaitement à même de mettre à vos dispositions des ETF parfaits. Mais si vous voulez une gestion opérée par un tiers, c'est-à-dire opérée par un gestionnaire du patrimoine ou par une société de gestion, privilégiez la gestion ETF, parfaitement éligible, notamment aux contrats d'assurance vie comme support des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Désolé, c'était un peu long comme réponse à cette question, mais le contexte de l'assurance et des vecteurs de levier de gestion de l'assurance vie me paraissait important. Allez, on va répondre à une ultime question sur le passage de la location nue à la location meublée. Également, j'ai complété mon propos de tout à l'heure sur les assurances vie. Quelqu'un m'indiquait qu'au Japon, l'étanchéité de l'enveloppe assurance vie n'était pas reconnue. Il y avait une taxation annuelle. Oui, certains pays, rares pays, peuvent ne pas reconnaître l'enveloppe assurance vie comme on peut la connaître chez nous et taxer les gains annuellement, alors même que l'on n'a pas fait de rachat. Et parfois même les arbitrages, puisque l'arbitrage peut être considéré comme un retrait, la constatation d'une plus-value et le réinvestissement de cette épargne-là par ailleurs. Donc oui, il peut y avoir des cas spécifiques. Pour les besoins de la cause, je raisonnais de façon générale, mais oui, il y a des cas particuliers. D'où l'importance de consulter à chaque fois, avant, pendant et après, des spécialistes du droit, du patrimoine, de la fiscalité, avant de mener toutes ces opérations transverses patrimoniales. Pour revenir donc à la question sur la location meublée, oui, il est possible de passer d'une location nue à une location meublée. Évidemment, il y a quelques vérifications et quelques usages avant, c'est-à-dire remercier le locataire premier ou attendre qu'il parte pour pouvoir récupérer le bien, le meubler, le garnir. Et ensuite, vous pouvez le passer en location meublée. Faites-vous accompagner d'un expert comptable. C'est une nécessité si vous voulez être en location meublée au réel pour pouvoir dresser un bilan comptable. Je l'ai dit, on n'est plus dans les revenus fonciers, on est dans une autre cédule, les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, il nous faut une comptabilité commerciale, l'expert comptable et l'homme de l'art pour cette question-là. Vous pouvez tout à fait passer votre bien de nu à meublé. Vous allez changer de cédule. Il peut même y avoir des avantages notables. Outre la question de l'amortissement, vous allez pouvoir amortir les biens que vous allez acheter. Vous allez également prendre comme assiette d'amortissement la valeur vénale de votre bien et non pas sa valeur d'acquisition. Et on ne tiendra pas compte des années de possession du bien immobilier entre l'achat et le passage à la location meublée, que l'on défalquerait d'une durée d'amortissement résiduelle. Non, vous amortissez pleinement le bien à partir du moment où vous l'inscrivez au bilan de votre entreprise location meublée, c'est-à-dire à ce passage location meublée. Donc, beaucoup d'intérêt de passer de l'un à l'autre et une faisabilité tant économique, juridique que fiscale. J'en ai terminé. Merci. Bon, écoutez, il y a encore de nombreuses questions, mais je crois que malheureusement, il faut qu'on mette un terme à ce webinaire. La diffusion de ce webinaire va vous être adressée par email. On va aussi tenter de répondre par email quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le loisir de répondre au cours de ce webinaire. Merci infiniment pour votre accueil. Un remerciement encore une fois très particulier pour l'UFE qui nous a encore une fois accueillis avec toute la qualité de l'organisation qu'on leur connaît, aux UFE de Singapour, de Hong Kong, de Bangkok, de Phuket, de Brisbane, de Malaisie. On a été ravis d'opérer ce webinaire et évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre en direct, une par une, à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre collégialement. Merci encore de votre accueil. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère que la prochaine fois, on ne fera pas ça sous la forme d'un webinar, mais qu'on sera tous ensemble dans la même salle pour pouvoir vous faire cette présentation. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.